800 après Jésus-Christ, la ville de Rome, ancienne capitale de l'ancien empire romain. Charles, le grand roi des Francs, se tient à l'autel dans la basilique Saint-Pierre. Là, le pape Léon III couronne Charles et il est acclamé par une assemblée de Romains, de nobles, de magnats et de hauts membres du clergé comme empereur des Romains. C'est un moment remarquable. Des siècles après la mort du dernier empereur romain d'Occident, Charles a réussi à réunir une grande partie de l'ancien empire d'Occident. Désormais, il est couronné empereur et, pour le clergé, la noblesse franque et les principaux citoyens de Rome, l'empire romain est restauré. Pour certains, c'était la renaissance de l'ancien empire romain. Pour d'autres, c'était l'aube d'un nouvel empire, le Saint-Empire romain germanique. Sans aucun doute, Charlemagne avait élevé l'Occident à de nouveaux sommets de puissance après des siècles d'obscurité. Son impérium allait définir le Moyen-Âge occidental. Nous en apprendrons davantage aujourd'hui sur Real Crusades History en explorant le couronnement impérial de Charles, le grand Charlemagne. Chevalier de la Croix est une série télévisée dramatique historique en prise de vue, réelle sur les croisades, créée par Real Crusades History. L'histoire enfin, Saladin, Richard Cœur de Lion et toute la gloire de l'époque des croisades dans une série télévisée historiquement fidèle. Pour en savoir plus, visitez knightsoftcross.com et apportez votre soutien à la série dès aujourd'hui. Découvrez comment vous pouvez apparaître vous-même dans la série. Pendant ce temps, l'empire de Charlemagne consolidait son emprise sur d'autres régions. À ce stade, les Francs occupaient une petite bande au nord de ce qui est aujourd'hui l'Espagne, un morceau de territoire dans les contreforts méridionaux des Pyrénées. Ici, les Francs établirent une série de comtés fortement militarisés et autonomes pour servir de zone tampon défensive contre les Maures omeyyades d'Espagne. C'était la suite logique de la politique du grand-père de Charlemagne, Charles Martel, qui avait stoppé les incursions maures en France. Ainsi commença l'histoire médiévale précoce de la Catalogne. Pendant ce temps, l'Église franque prenait de plus en plus d'importance dans les affaires ecclésiastiques. En sept 191, un concile d'évêques francs s'est réuni à Narbonne pour examiner le concept théologique de l'adoptianisme promu par l'évêque Félix Vergel. L'adoptianisme soutenait que le Christ était le Fils adopté de Dieu. Les évêques francs se sont joints au pape pour condamner ce concept comme une hérésie. Un synode tenu l'année suivante à Ratisbonne par Charlemagne a dénoncé l'évêque Félix, qui s'est enfui en Espagne musulmane plutôt que d'abandonner ses enseignements. En réponse à la controverse, le pape Adrien a publié un document intitulé « Les églises d'Espagne et de Galice », dans lequel il précisait que l'Église dans l'Espagne chrétienne devait être traitée séparément de l'Église dans l'Espagne musulmane. La première étant libre, la seconde étant en servitude et peut-être sujette à l'erreur en raison de l'influence de la domination maure. Comme en Saxe, le pape considérait les Francs comme la clé ultime du triomphe de l'Église en Espagne. Les avant-postes francs en Catalogne seraient la première étape vers une éventuelle conquête franque de l'émirat de Cordoue. Cependant, les Omeyyades n'étaient là pas prêts à laisser la Catalogne partir aussi facilement. En 793, Hicham, premier le nouvel émir de l'Espagne musulmane, lança une attaque bien organisée contre les comtés francs. Pénétrant jusqu'aux Pyrénées, le duc Guillaume Nécrochu de Toulouse, l'un des commandants les plus célèbres de Charlemagne, subit une défaite au combat. Les Omeyyades ont mis à sac la région jusqu'à Narbonne avant de se retirer chez eux, chargés de butin. La mort de Hicham en 796 permit à Alphonse II, le roi chrétien des Asturies, dans le nord de l'Espagne, de rebondir. En 797, Alphonse envoya une ambassade à Charlemagne, proposant une alliance entre les Francs et le royaume chrétien des Asturies. Les hommes d'Alphonse offrirent à Charles une tente magnifiquement brodée, prise aux musulmans, et Charles exprima son soutien. Cependant, l'Espagne ne sembla jamais devenir une priorité pour le roi franc. En 798, Alphonse mena un raid en profondeur sur le territoire maure jusqu'à Lisbonne et envoya une partie du butin à son allié franc. L'attitude d'Alphonse envers les Francs souligne encore davantage à quel point Charlemagne était reconnu comme le monarque le plus important de la chrétienté occidentale. En 798, son empire était immense. Toute la Saxe à l'ouest de l'Elbe était désormais fermement sous son contrôle. Les tribus slaves à sa frontière orientale avaient été soumises et rendues tributaires.
Même les cavaliers avares de Hongrie avaient été vaincus et leur chef baptisé. L'Angleterre aussi était désormais fortement influencée par Charles le Grand, des ecclésiastiques francs étant envoyés pour participer aux conciles anglais durant cette période. Le pape Adrien mourut et fut remplacé par le pape Léon III en 795. Léon ne perdit pas de temps et encouragea Charles à poursuivre son rôle de défenseur de l'Église romaine. Charlemagne répondit par une ferme expression d'accord. « Il nous appartient, avec l'aide de la bonté divine, de défendre extérieurement par la force des armes la Sainte Église du Christ en tout lieu, contre les incursions des païens et les ravages des infidèles, et intérieurement de la fortifier par notre confession de la foi catholique. » À Aix-la-Chapelle, Charlemagne établit sa résidence principale, là où se rencontraient les langues allemandes et franques. Ici, le roi fit construire une nouvelle ville et un somptueux palais pour servir de capitale royale. Sa légende grandissait déjà, et l'idée qu'il deviendrait un nouvel empereur pour la chrétienté commençait à prendre forme. Un poème allemand de 799 le décrit comme le père de l'Europe et le compare à César Auguste. Paulinus d'Aquilée le décrivait comme le souverain de tous les chrétiens, et Alcuin l'appelait habituellement un nouveau David. Léon n'est pas aussi compétent que son prédécesseur. Le pape Adrien était issu de l'aristocratie romaine, et sa finesse politique lui avait permis de maîtriser la politique turbulente de l'Italie centrale. Mais Léon avait été un humble clerc du trésor pontifical. Il était déterminé et pieux, mais ce n'était pas un leader né. Certaines factions de l'élite romaine le méprisaient, comme étant de basse naissance et l'accusaient même d'inconduite sexuelle. En avril 799, un neveu du défunt pape Adrien Pascal et le trésorier pontifical Campulus mirent à exécution un complot brutal contre Léon III. Alors qu'il menait une procession dans la rue, une bande d'hommes attaqua le pape Léon. Ils le jetèrent à terre, le dépouillèrent et tentèrent de l'aveugler et de lui couper la langue. Le pape fut laissé gisant en sang dans les rues, tandis que ses assistants désarmés s'enfuyaient à travers les ruelles de Rome. Les hommes de Pascal et Capulus traînèrent Léon, blessé, dans l'église de Saint-Sylvestre, où ils le proclamèrent déposé, et lui entaillèrent de nouveau les yeux et la langue. Il fut ensuite emprisonné dans le monastère grec de Saint-Érasme. Cependant, cette nuit-là, le chambellan du pape, Albinus, s'introduisit dans le monastère et sauva le pape en le faisant descendre le long du mur à l'aide d'une corde. Albinus fit transporter rapidement le pape à Saint-Pierre, où l'on découvrit que Léon, malgré ses blessures, pouvait encore voir et parler. Albinus et les alliés du pape se réjouirent, certains qu'il s'agissait d'un miracle. Le duc de Spolète, un agent de Charlemagne qui fournissait une force militaire au pape, envoya un message concernant l'attaque au roi des Francs. Charlemagne demanda que le pape Léon lui soit envoyé à Paderborn. Le fils de Charles, le prince Pépin et l'archevêque de Cologne accompagnèrent le pape lors de son voyage, jusqu'à ce que Charlemagne l'accueille à Paderborn. Charles salua chaleureusement le pape et promit de punir les conspirateurs responsables de l'attaque. La scène de l'accueil du pape par Charlemagne devait être saisissante. Toute l'armée franque, fraîche de ses victoires sur les Saxons, était rassemblée. Il y avait des sons de trompettes, des boucliers et des lances brillant sous le soleil d'été. Le prince Pépin conduisit le pape parmi les soldats jusqu'à Charles qui l'attendait glorieusement. Au milieu de ses plus hauts nobles et évêques, le roi était vêtu de sa plus belle armure, un casque doré sur la tête. Charles s'agenouilla pour recevoir la bénédiction du pape Léon, puis l'embrassa côte à côte. Ils entrèrent dans l'église où le pape célébra la messe. Ensuite, un somptueux banquet fut organisé, au cours duquel le vin fut servi dans des coupes en or. On aimerait tant connaître les discussions privées qui eurent lieu entre Charles et le pape à cette occasion. Charles a-t-il sûrement promis au pape de laver son honneur et de le rétablir à Rome ? Mais il se peut aussi que tous deux aient préparé la magnifique cérémonie de couronnement qui allait bientôt avoir lieu à Rome. Personne ne contestait le droit de Charlemagne d'exiger l'envoi du pape à ce stade. Charles régnait depuis environ 30 ans et était largement connu sous le nom de Charles le Grand. Ces intellectuels s'étonnaient qu'un prince franc comme lui, héritier de la moitié de la Francie, rende désormais. Des rivages de l'Atlantique à l'ouest jusqu'aux terres sauvages de Bohême à l'est, et de la frontière nord de l'Espagne jusqu'au fleuve Elbe au nord, de la Calabre au sud de l'Italie jusqu'aux frontières du Danemark. De cet immense empire, d'immenses richesses ainsi que du prestige affluaient dans les possessions du roi. Mais comme tout souverain avisé, il cultivait plus que la seule puissance militaire.
Il comprenait l'importance des biens spirituels, encourageait les écoles et les arts, réformait l'Église et accordait ses bienfaits à son peuple. Un nouveau système monétaire conçu pour améliorer le commerce à travers ces vastes terres. Même dans le domaine de la foi, Charles semblait aller au-delà du pape lui-même, prenant souvent l'initiative de combattre l'hérésie. Alcuin, qui n'était pas un simple flatteur de cour, décrivait Charles comme illuminé par la lumière de toute connaissance et assez sage pour percer tous les mystères et les ténèbres. Cela aidait qu'Alcuin fasse partie du cercle le plus élevé de la cour royale, dont les conseils étaient amants les plus prisés par le roi. Charles écoutait Alcuin, surtout dans les affaires de grande importance. Ainsi, lorsque ce fiasco impliquant le pape Léon éclata, Charles se tourna vers Alcuin pour demander conseil. Les motivations de ce complot contre le pape sont complexes, mais elles éclairent les réalités politiques de l'époque. D'une part, de nombreux membres de l'aristocratie romaine s'opposaient à Léon parce qu'il avait été le candidat soutenu par l'Église franque, en fait le candidat préféré de Charlemagne. Une partie de la noblesse romaine était de plus en plus mal à l'aise face à la montée en puissance des Francs, et pour eux, Léon représentait l'accélération de cette puissance. L'historien Geoffrey Barraclough va même jusqu'à supposer que Pascal et Campulus étaient en contact avec le gouvernement impérial de Constantinople, un allié naturel pour quiconque espérait contrer la puissance des Francs. Alcuin a exhorté Charles à rejeter les accusations portées contre le pape et à le soutenir sans équivoque. Alcuin était convaincu que les accusations d'adultère et de parjure portées contre le pape devaient être fausses. Nous pouvons encore lire la lettre de conseil d'Alcuin à Charlemagne au sujet de ce scandale. Jusqu'à présent, il y a eu 3 personnes occupant la plus haute position dans le monde. La première était la sublimité apostolique, qui règne comme vicaire sur le siège de Saint-Pierre. Et vous m'avez informé de ce qui lui a été fait. La seconde est la dignité impériale et le pouvoir séculier de la seconde Rome, Constantinople. Et tout le monde parle de la façon impie dont son empereur a été déposé, non pas par des étrangers, mais par ses propres concitoyens. La troisième est la dignité royale dans laquelle vous avez été placé par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, vous êtes le souverain du peuple chrétien. Votre pouvoir est plus excellent que le leur, votre sagesse plus éclatante, votre dignité royale plus sublime. Voici, sur vous seul repose le salut des églises du Christ. Alcuin exhorta Charles à saisir la gravité de sa responsabilité, car le bien de l'ordre chrétien dans le monde reposait sur le roi. Alcuin nous donne également un aperçu des opinions occidentales dominantes sur la situation dans l'ancien empire romain d'Orient. À cette époque, à Constantinople, le siège de Rome orientale, l'impératrice Irène avait été régente de 780 à 790. Période durant laquelle elle était la tutrice de son jeune fils, Constantin VI. Lorsqu'il atteignit sa majorité, Irène montra d'abord son soutien et lui permit de prendre le pouvoir, mais elle entra ensuite en conspiration contre lui. Et en 797, ses sbires ont enlevé le jeune homme et l'ont aveuglé. Sur ordre de sa propre mère, Irène s'est alors proclamée empereur et non impératrice. Pour Charles, Alcuin et d'autres membres de la cour franque, c'était le comble du mal et du désordre. Irène, qui avait mutilé son propre fils, ne pouvait jamais être la souveraine légitime, mais en plus, en tant que femme, elle ne pouvait pas non plus être empereur. Pour les Francs, l'Empire romain était vacant. On peut voir où tout cela menait. Les Francs, y compris Charles lui-même, avaient des opinions très arrêtées sur la personne qui devait reprendre le titre d'empereur. Pendant ce temps, Charles agit pour régler le scandale papal. En octobre, il envoya le pape Léon à Rome, accompagné d'une commission de 10 hommes chargés d'enquêter sur les accusations portées contre lui. Le pape était également escorté par un grand nombre de guerriers francs pour rappeler aux Romains que c'était Charles, et personne d'autre qui déciderait de l'issue de cette affaire. La commission se réunit pour les audiences. Les accusateurs du pape ont de nouveau formulé leurs accusations, mais Alcuin a soutenu qu'il était inapproprié que le saint pontife soit soumis au jugement terrestre. Pour résoudre le problème, le pape Léon accepta lui-même de prêter serment que les accusations étaient en effet fausses. Pendant ce temps, les accusateurs du pape furent renvoyés en Francie pour faire face à Charles lui-même. En mars 800, Charlemagne entreprit une tournée de son empire, du détroit de Douvres à la frontière espagnole. Il enquêtait sur des rapports d'attaques récentes le long de ses côtes par des marins nordiques. Les Vikings, comme nous les appelons aujourd'hui, étaient parmi les premiers signes de l'ère viking qui atteindrait son apogée bien après la mort de Charlemagne. Pour contrer ce problème croissant, Charles fit construire une flotte pour patrouiller ses côtes.
il envoya une force franque occuper les îles Baléares, au large de la Catalogne, dans l'Espagne actuelle. À ce stade, sous le gouvernement solide et unifié de Charlemagne, il y avait peu d'opportunités pour les pillards vikings. Plus tard, avec la décadence de l'ordre carolingien sous les successeurs de Charlemagne, il y en aurait beaucoup. Pour l'instant, le vaste empire de Charlemagne offrait beaucoup de stabilité et de tranquillité à la majorité de ses habitants. Nous pouvons comprendre pourquoi les érudits à la cour franque étaient tentés de croire que l'ancienne Pax Romana était revenue. À Tours, Charles le Grand a tenu une réunion avec ses 3 fils, ainsi qu'avec Alcuin, le nouvel abbé de Saint-Martin. Charlemagne a passé le mois de mai en prière, peut-être pour se préparer à l'événement capital qui allait avoir lieu. À cette époque, la 5e et dernière épouse de Charles, Ludegarde, mourut subitement. Nos sources le décrivent en train de la pleurer amèrement. Mais cela ne l'a pas empêché d'annoncer en août qu'il se rendrait à Rome pour s'occuper des affaires de la papauté et de son royaume d'Italie. Charles arriva à Rome en novembre, accompagné d'une grande armée et d'une abondance de cadeaux pour les églises de la ville. Il y avait encore des murmures dans les rues à propos du pape Léon parmi certaines factions de la noblesse romaine. Mais le 23 décembre, en présence du roi Charles, le pape Léon prêta serment, jurant de la fausseté des accusations de Pascal et de ses autres accusateurs. 2 jours plus tard, le jour de Noël 800, des foules de Romains, de Francs, de Bavarois, de Lombards, de Goths, de Basques et même quelques Anglo-Saxons et Grecs de passage se pressèrent tous dans la grande cathédrale Saint-Pierre. Près de l'autel se tenaient les fils et les filles de Charles, les princes et princesses royaux francs. À l'avant de l'autel se tenait Charles lui-même, vêtu d'une tunique et d'un manteau romain, avec une ceinture d'or et des sandales ornées de bijoux. Au milieu de la messe, le pape Léon couronna Charlemagne empereur. La foule rassemblée s'écria pour proclamer le couronnement. Longue vie et victoire à Charles Auguste, couronné par Dieu, le grand et pacifique empereur des Romains. Le pape se prosterna alors devant Charles et baisa l'ourlet de son manteau selon l'ancien rituel de l'Empire romain. Charles Winston souligne que cette procédure d'acclamation par le peuple romain était la forme légale appropriée pour proclamer un empereur romain. Ainsi, Charles devint empereur d'Occident, le premier depuis l'an 476. Il y a eu beaucoup de débats sur les circonstances du couronnement de Charlemagne, mais pour le conseil de nobles, d'abbés et d'évêques de Charlemagne, c'était pour eux l'évolution logique. Le véritable empire d'origine était romain, tandis que l'empire basé à Constantinople n'avait plus aucun lien avec Rome. En effet, il était désormais dirigé par une femme qui ne pourrait jamais être chef militaire. L'ancien empire romain d'Occident, comprenant Rome, Ravenne, Milan, Arles, Lyon, Paris et Trèves, était désormais à nouveau réuni. Sous le règne de Charlemagne, il était empereur de facto. Il devait être proclamé empereur légalement. Il y a de bonnes raisons de croire que c'est exactement ainsi que Charlemagne voyait les choses, et qu'il poursuivait ce résultat dans sa politique. Le couronnement de Charlemagne suscite aujourd'hui de nombreux débats, en grande partie initiés par sa propre cour. Le biographe Egenard a écrit que Charlemagne fut tellement surpris et contrarié par le couronnement du pape qu'il n'aurait jamais mis les pieds dans l'église s'il avait connu les intentions de Léon. Cette déclaration contredit totalement toutes les actions de Charlemagne durant les mois précédents, alors qu'il préparait cet événement majeur. L'idée que Charles ne s'attendait pas à recevoir le titre impérial est tout simplement incroyable. Les historiens ont proposé de nombreuses explications aux commentaires étranges d'Egenard. Charlemagne voulait sans doute le titre impérial, mais pas l'obtenir du pape, ce qui aurait signifié sa supériorité. Le problème avec cette explication, c'est qu'elle est potentiellement anachronique. Elle anticipe des conflits entre les papes et les empereurs au XIe siècle qui n'existaient pas encore au IXe siècle. Une autre théorie suggère que Charles attendait l'approbation de l'empereur byzantin avant d'être proclamé empereur. Dans les années suivantes, Charles chercherait à obtenir la reconnaissance de l'empereur d'Orient, faisant d'importantes concessions pour l'approbation de son frère. Mais Charles ne s'attendait pas à ce que Constantinople le reconnaisse empereur de son plein gré. Assurément, un politicien avisé comme Charlemagne savait qu'il devait d'abord obtenir le titre, puis négocier l'approbation réticente des empereurs byzantins. La politique franque soutient certainement cette thèse. D'autres historiens ont avancé qu'Eginhard voulait simplement présenter son maître comme un homme modeste, refusant le titre impérial jusqu'à ce qu'il lui soit véritablement imposé.
Une autre explication est qu'il révélait peut-être son propre parti pris, car lui, comme beaucoup de Francs, préférait considérer Charles comme un roi franc, et non comme un empereur romain. La jalousie ressentie par les Francs de la noblesse à l'idée que leur empereur dépasse la royauté tribale était bien réelle, et cela pourrait expliquer l'étrange remarque des Guinards. Dans la tradition germanique, les hommes de haut rang d'un chef le proclamaient leur chef, et non un pape romain. L'ascension de Charlemagne représentait la mort définitive de l'ancienne assemblée légale germanique, où les hommes libres rassemblaient pour leur chef, le premier parmi les égaux. Désormais, les Francs s'agenouilleraient devant un homme qui n'était plus seulement leur chef, mais un empereur universel. Peu importe la vérité sur la déclaration d'Éginard, Charles le Grand était empereur et exerçait son pouvoir. Aussitôt, il envoya ses agents à travers les territoires pontificaux, percevant des impôts et recevant les serments d'allégeance des grands locaux. Il fit frapper des pièces qui proclamèrent la restauration de l'Empire, et envisagea même un mariage avec l'impératrice byzantine Irène. Il ne fait aucun doute que Charles a présenté son avènement comme une nouvelle ère de grandeur, destinée à rivaliser avec celle de César Auguste. Nous avons un aperçu de la conception qu'avait Charlemagne de son empire grâce à un serment de fidélité qu'il exigea dans son domaine. En l'an 802, Charlemagne obligea tous les hommes libres à prêter un serment personnel de fidélité envers lui et envers ses lois. Il demanda également à chaque homme de jurer de s'efforcer volontairement, selon son intelligence et sa force, pour se maintenir entièrement au service sacré de Dieu et pour ne jamais causer de tort aux églises, aux veuves, aux orphelins ou aux étrangers, tous considérés par Charles comme étant sous sa protection spéciale. Charlemagne plaça le droit canonique de l'Église aux côtés de sa propre loi. Les deux devaient être respectés. En octobre 802, l'empereur tint une grande assemblée au cours de laquelle la loi civile et la loi canonique furent proclamées, étendues et codifiées. Pendant ce temps, la même année, le rêve de Charlemagne d'unir les empires d'Occident et d'Orient par le mariage prit fin de façon définitive. L'impératrice byzantine Irène fut renversée à Constantinople par son trésorier et exilée sur l'île de Lesbos, où elle mourut peu de temps après. Le trésorier devint empereur, Nicéphore Ier. Irène avait été plus affable envers la cour de Charlemagne, mais Nicéphore s'opposait fermement aux souverains francs. Charles et Nicéphore durent négocier, car leurs empires partageaient alors des frontières. Charles tendit une branche d'olivier à Nicéphore, proposant la paix aux frontières, en échange de la reconnaissance en tant qu'empereur d'Occident. Pour exercer une certaine pression sur les Byzantins, Charles échangea des ambassades avec leur plus grand ennemi, le calife Haroun al-Rachid, souverain du vaste califat abbasside. Le calife envoya à Charles des cadeaux exotiques, le plus spectaculaire étant un éléphant nommé Abou Abbas. À l'époque, un éléphant était une vraie merveille. Charles emmenait souvent l'animal lors de ses déplacements à travers l'Empire, faisant d'Abou une attraction prisée des nobles et du peuple. Le calife envoya les Francs. Une magnifique horloge mécanique avec 12 fenêtres d'où sortaient des figurines de guerriers en armure à chaque heure sonnée. Mais ces négociations ont abouti à plus que de simples cadeaux somptueux. Al-Rachid accorda à Charles un statut spécial en tant que protecteur des chrétiens en Terre Sainte. Charles reçut les clés du Saint-Sépulcre et même de Jérusalem elle-même. En tant que chrétien fervent, Charles montra un intérêt actif pour les affaires de la Terre Sainte et de ses habitants chrétiens. Peut-être cela pourrait-il être considéré comme le premier élan qui aboutirait un jour à la première croisade menée par les descendants francs de Charlemagne. Durant cette période, Charles fut très actif dans la gestion intérieure et s'efforça de protéger veuves et orphelins de son empire. Et il exhorta le clergé à respecter leurs vœux et à agir pour le bien du peuple chrétien. De nombreux décrets de Charlemagne à cette époque ont un ton religieux marqué, et l'empereur paraît parfois s'exprimer comme un pape ou un évêque. Il exhortait son peuple à ne pas être querelleur, ni coléreux, ni orgueilleux, ni ivrogne, mais à être chaste de cœur et de corps, humble, modeste, sobre, miséricordieux, pacifique. Charles cherchait à alléger les obligations militaires pour les pauvres, exemptant les hommes libres pauvres du service. Cela était possible parce que la grande majorité du domaine de Charles était désormais en paix, seules les frontières restant des zones actives de combat. D'une part, un empire peut offrir une telle stabilité, d'autre part, il faut de longues années de sang versé pour l'obtenir. Mais pour les sujets chrétiens de Charlemagne, cela devait être une sorte d'âge d'or. Mais tout le monde vivant sous la domination franque n'était pas satisfait. En Saxe, l'agitation persistait. Ce n'est pas surprenant, étant donné la dureté de la domination franque. La peine pour tout Saxon violant un principe chrétien était la mort, même pour avoir mangé de la viande pendant le carême ou pour avoir incinéré les morts selon l'ancienne tradition.
pour renforcer le pouvoir chrétien. En Saxe, Charles donna au clergé le droit d'absoudre toute personne coupable d'avoir enfreint la loi franque, donnant aux prêtres et évêques un pouvoir quasi absolu sur la vie et la mort. Pour les gens ordinaires, c'était une formule évidente pour l'abus de pouvoir, qui venait enfoncer le couteau dans la plaie. Les Saxons, déjà appauvris par des décennies de guerre, devaient en payer des impôts pour l'entretien des églises chrétiennes que Charles les obligeait à construire. Ainsi, après 3 décennies de guerre pratiquement sans fin, les guérilleros saxons continuaient de résister à la domination franque. Le souvenir de Verdun brûlait encore ardemment dans de nombreux cœurs saxons. Et à chaque occasion, des bandes de guerriers saxons tendaient en camp des embuscades aux convois francs et tuaient les envoyés impériaux ainsi que les prêtres. Comme l'a dit un chroniqueur franc indigné, les Saxons, tels des chiens, retournent toujours à leur propre vomi. Pour les Saxons, cependant, il s'agissait d'une juste riposte contre un oppresseur brutal, et leurs croyances traditionnelles étaient peut-être des étendards précieux de résistance. Maintenant, dans la soixantaine, Charlemagne mena personnellement l'une de ses dernières campagnes militaires. Une fois de plus, marchant en Saxe à la tête d'une grande armée, il fit appel à ses alliés slaves pour l'aider à écraser les Saxons. Comme d'habitude, les guérilleros saxons se sont évanouis devant toute la puissance d'une armée franque. Cette fois, Charles n'a pas procédé à une exécution de masse, il a plutôt ordonné la dispersion des peuples saxons à travers son empire. Les Slaves ont reçu toute une région de Saxe pour leur service, et de vastes étendues de la Saxe ont été pratiquement dépeuplées. En dispersant des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants saxons à travers ces vastes terres, brisant ainsi leur capacité à vivre ensemble et à maintenir leurs liens traditionnels, Charles a finalement brisé la résistance saxonne. La Saxe avait été pacifiée et christianisée. Après 3 décennies d'une brutalité ininterrompue, il est aujourd'hui difficile de quantifier le coût humain, mais il fut indéniablement immense. La brutalité de Charlemagne, le conquérant, contraste fortement avec Charles, l'homme de famille. D'après nos propres sources, il semble que l'empereur aimait passer du temps avec sa femme et ses enfants, ce qui n'est pas forcément évident chez les monarques. Il s'est marié au moins 4 fois, a survécu à plusieurs épouses et a eu de nombreuses concubines. L'épouse préférée de Charles semble avoir été sa dernière, Ludegarde, célèbre pour sa beauté et son élégance. Charles emmenait sa femme et ses enfants avec lui lorsqu'il parcourait son vaste domaine, et il l'accompagnait lors de ses expéditions de chasse. Après une chasse, Charles s'installait avec sa famille, ses guerriers francs et les membres du clergé de sa cour pour savourer un repas composé du gibier abattu lors de la poursuite. Pendant le repas, l'un des érudits de la maison, comme Alcuin ou Engelbert, pouvait se lever pour réciter un poème ou une œuvre littéraire. Certains guerriers bourrus de Charles gémissaient, mais savaient qu'il ne fallait pas contredire l'empereur, qui valorisait beaucoup les arts littéraires. Il y avait peu d'ivresse dans la salle de Charlemagne, car il méprisait l'ivrognerie. Il préférait plutôt, comme le disait Alcuin, le vin du savoir lors du dîner. Il aimait aussi écouter la lecture des histoires ou de la Cité de Dieu d'Augustin, son livre préféré, qu'il méditait et discutait longuement avec les érudits de sa cour. Charlemagne chérissait ses filles. Le poète de la cour, Engelbert, donne une description saisissante des filles de Charlemagne profitant d'une chasse avec la cour de leur père. Il y avait Rotrude, la préférée de Charlemagne. Ses cheveux blonds pâles étaient entrelacés de rubans violets et de fils de perles, un diadème d'or entourant sa tête. Arriva ensuite la belle Berthe, coiffée d'un diadème d'or aux reflets dorés dans sa chevelure éclatante. Une cape d'hermine couvrait ses épaules, sa ceinture multicolore brillait. Puis vint Lily la blanche. Gisela, vêtue d'une robe pourpre traversée de reflets mauves, son visage et ses cheveux étincelants de 1000 feux. Même la jeune Théodride était parée de rares émeraudes ornant son joli cou. Les filles de Charlemagne, bien éduquées, accompagnaient leur père et leurs frères lors de processions, fêtes et chasses, tandis que leur beauté et grâce étaient de renommée. De nombreux souverains étrangers tentèrent d'organiser des mariages avec les filles de Charlemagne. Même l'empereur byzantin voulait que Charlemagne lui envoie une fille pour une alliance matrimoniale, le summum du prestige. Cependant, Charlemagne refusa. Peu importe le nombre de propositions qu'il recevait, Charlemagne n'autorisait pas ses filles à se marier. Pourquoi cela ? La réponse courte, si elles s'étaient mariées, elles auraient rendu partir. Mais pourquoi Charlemagne ne voulait-il pas que ses filles partent ? Einhard, le biographe de cour de Charlemagne, nous donne une réponse. Il affirme que le vieil empereur était tellement attaché à ses filles qu'il ne pouvait tout simplement pas se séparer d'elles.
Certains historiens ont privilégié des motivations politiques à des raisons personnelles et rejeté cela. Cependant, il ne faut pas écarter trop vite les observations d'Einhard. Il y a probablement beaucoup de vérité dans l'affirmation d'Einhard. Après tout, Charlemagne gardait ses filles auprès de lui aussi souvent qu'il le pouvait, mais il se peut aussi qu'il y ait eu un objectif plus large dans la politique de Charlemagne, consistant à refuser de marier ses filles. Il a empêché la formation de branches cadettes étrangères à sa dynastie. Cela a évité toute concurrence future pour les terres franques. Charles a passé son règne à bâtir un vaste empire, et il ne voulait pas qu'il soit détruit dans une tempête de conflits familiaux. Il était déjà inquiet car ses fils devaient chacun hériter d'une partie de son empire, conformément à la tradition franque. Il voulait qu'ils règnent comme des rois frères, agissant ensemble plutôt qu'en rivaux. C'était une tâche difficile, mais ajouter des petits-enfants venus de royaumes étrangers cherchant à s'emparer d'une partie de l'empire ne ferait que compliquer davantage les choses. Janet Nelson souligne que les filles aux larmes de Charles jouaient aussi un rôle essentiel en soutenant politiquement leur père à la maison et à la cour. Elles étaient des canaux de patronage qu'il contrôlait et des sources d'informations utiles. Elles étaient des conseillères et soutiens compétentes et fiables. Bien qu'elles ne se soient jamais mariées sacramentellement, les filles de Charles ont pris ce que nous pourrions appeler aujourd'hui, de façon anachronique, des maris de fées, des nobles de haut rang, loyaux envers leur père. L'un de ces hommes était Engelbert, le poète mentionné précédemment, qui fut un agent loyal de Charlemagne tout au long de sa vie. Engelbert était l'époux de Berthe. De ces unions sont nés de nombreux petits-enfants, et le palais de Charlemagne fut bientôt rempli de jeunes enfants turbulents. L'appelant grand-père, Charles embrassait tous ses enfants, et il appréciait être leur grand-père, d'autant plus qu'aucun d'entre eux ne pouvait représenter une menace future pour ses héritiers. Durant la première période médiévale européenne, les traditions germaniques coexistaient souvent avec la loi chrétienne. Dans ce contexte, une conception nuancée du mariage était possible. D'une part, le mariage sacramentel chrétien était nécessaire pour obtenir un statut officiel, pour avoir des héritiers et pour conclure des alliances politiques. Mais dans des cercles plus intimes, des conceptions plus anciennes et tribales du mariage pouvaient ne subsister. Nous verrons cela se manifester plus tard à l'époque du duc Robert de Normandie, père de Guillaume le Conquérant, qui prit pour compagne. Herleva était considérée à bien des égards comme son épouse par l'élite guerrière normande, bien qu'il ne l'ait jamais épousée sacramentellement dans l'église chrétienne. Cette dynamique pourrait être à l'œuvre dans le cas des filles de Charlemagne. Après cette vidéo sur Charlemagne, découvrez comment ses descendants ont étendu la domination franque jusqu'à Jérusalem. Cliquez sur le lien à l'écran pour regarder notre documentaire complet sur la première croisade. Ses yeux bleu-vert, c'est une tempête devenue acier bleu-vert, un feu pour une ferveur ancienne.